Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, je complète une autre page de la section 4 intitulée l'équilibre statique, l'équilibre de rotation et l'équilibre de translation, soit l'exemple 2 qui se lit comme suit. Un chariot élévateur possède une masse de 2500 kg. Le chariot élévateur est illustré ici. Son centre de gravité est situé à 1,7 m de l'essieu avant. Ça, c'est mon essieu avant. Donc, le centre de gravité de ce chariot-là est situé à 1,7 m de l'essieu avant. Je le regarde grosso modo, puis de toute façon, il faut comprendre comment fonctionne un chariot élévateur, mais il faut qu'il y ait du poids en arrière de l'essieu avant pour qu'il n'y ait pas tendance à basculer quand on le charge ici. Donc le centre de gravité va être à l'arrière ici. Fait que le 1,7 m, d'après moi, c'est une distance mesurée à partir d'ici vers l'arrière. Quelle charge maximale, donc en gris foncé ici, c'est la charge que j'ajoute, pourra supporter le chariot sans basculer vers l'avant, en supposant que le centre de gravité de la charge est à 75 cm de l'essieu avant. Fait que même chose, ma masse ici, son centre de gravité va être situé à l'avant de la roue, là, à 75 cm. Il faut comprendre qu'un chariot élévateur, si tu le charges trop, fondamentalement, un chariot du poids vers l'arrière, tu le charges à l'avant. Si tu dépasses sa capacité, à un moment donné, il pourrait basculer comme ça vers l'avant. En deuxième lecture, on commence à réécrire notre cahier de calcul qu'on remettrait pour documenter le travail qu'on a fait. Donc, le premier chiffre que je rencontre, c'est le 2500 kg. C'est la masse du chariot. J'ai pris la lettre C pour chariot parce qu'il aussi va avoir la masse de la boîte grise en avant ici. Donc, je vais avoir d'autres masses pour différencier mes choses. Je vais utiliser des indices. Donc, MC, c'est la masse du chariot. Et le centre de gravité pour cette masse-là va être situé à l'arrière. Donc le 1,7 m ici, on va l'illustrer tout à l'heure, mais vers l'arrière de l'essieu avant. Avant de le nommer, parce qu'il y a plein de noms que je pourrais penser ici, je vais continuer. Prochain chiffre que je rencontre, quelle est la charge maximale? Donc là, c'est mon inconnu. Une autre masse en kilogrammes, puis là, c'est la masse de la charge en avant ici. Charge, mais ça aurait été aussi la même lettre là, que le C pour chariot. Donc, j'ai dit qu'on chargeait un bloc ici. Je l'ai appelé MB, donc la masse d'un bloc. Et ce bloc-là, son centre de gravité, lui, est situé à 0,75 m vers l'avant. Excusez. Les noms que je donnerais à mes distances 1,7 m, 0,5, il y a différents noms. J'aurais pu les appeler L1, L2. Mais je sais que je suis dans le chapitre où ce qu'on fait des équilibres de rotation. Puis déjà, je vous ai fait tourner le chariot tout à l'heure par rapport à son axe de rotation. Ça fait appel au bras de levier. Fait que j'aurais eu tendance à les appeler R. RC parce que lui est lié à la masse de 2500 kg. Puis RB parce que lui est lié à la masse du bloc. Mais on va y revenir tout à l'heure, comment je les ai clairement identifiés. On va commencer à mettre nos choses sur le dessin. Bon, les premières variables que je rencontre, c'est la masse du chariot. On a dit que son centre de gravité était vers l'arrière, je l'ai mis ici à l'arrière. La distance de 1,7 m, je vais l'avoir illustré ici jusque un peu avant la roue arrière, tandis que l'autre, son MB, le centre de gravité où cela s'applique, je vais l'avoir mis en avant de la roue, qui est cachée pour l'instant. Donc, cette distance-là représente 0,75. Elle est un petit peu plus que le double parce qu'elle représente 1,7, mais elle ne tombe pas sur la roue d'avant arrière, elle tombe un peu avant la roue arrière. Évidemment, je ne connaissais pas les distances entre les deux roues. J'aurais pu la dessiner n'importe où, ça n'aurait pas été très grave. Probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'ici, je me suis mis au centre du bloc. Donc, ma cote va du centre du bloc jusqu'à la roue. Puis elle, je l'ai mis plus longue vers l'arrière. Mais je ne sais pas exactement où est-ce que ça devrait tomber. Mais je sais que ça tombe à l'arrière comme ça. Bon, là, on voit, j'ai décaché les noms complets. Donc, je les ai appelés plus que juste RC. Ce qui aurait été bon. Puis RB, ça aurait été très bon. Puis d'autres noms aussi auraient été bons. Mais en plus, je sais que je suis dans le chapitre sur les moments de force, puis que ça va être lié, ce bras de levier-là va être lié à FG, puis il va être perpendiculaire à mon axe de rotation. Là, on faisait toujours tourner l'entour de la roue d'en avant, puis lui ici va être lié à FG
pour le camion, pour le chariot. Donc, lui ici va être à la verticale comme ça. Donc, ça correspond aussi à la perpendiculaire par rapport à l'axe de rotation. Mais c'est pas très grave, là, les noms que j'ai mis ici, tant que je suis cohérent dans la suite du problème. Bon, quel outil prendre pour trouver la masse qui est ici? À la date des formules de physique avec les masses, on n'a pas quantité industrielle. Hein, la somme des forces est égale à MA. Mais on a aussi, à toutes les fois que je cherche une masse, je peux faire le lien avec la force gravitationnelle. Hein, Fg est égal à M fois G. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à utiliser ici. Donc, chapitre 8, module de la force gravitationnelle, ça va me faire apparaître ma variable MB. Donc, j'applique cette formule-là au bloc qui est à l'avant ici. Évidemment, je le dessine sur mon dessin. Donc, ce bloc-là, étant donné qu'il possède une masse, va posséder une force gravitationnelle dirigée vers le centre de la Terre, qui va être égale à MB fois 9,8 fois G. Donc, je viens d'écrire une première équation qui fait apparaître ma variable recherchée, mais qui fait apparaître une autre variable. Donc, j'ai une équation, deux inconnus. Et là, je vais poursuivre mon problème en faisant une petite erreur volontaire, dans le sens que, déjà, je pourrais penser que ce problème-là, je peux le résoudre avec la somme des forces. C'est une force selon Y, puis quand on n'avait pas fait encore la rotation, qu'on était juste dans le chapitre 7, 8, 9 et suivant, ben, on faisait des sommes des forces. C'est une force en Y, je pourrais faire la somme des forces en Y qui est égale à 0 sur l'objet au total. Évidemment, quand on fait ça, on fait de la dynamique de translation. Il faut dessiner toutes nos forces qui sont en jeu dans le problème. Hein, je ne peux pas faire une somme des forces là, sans avoir pensé quelles sont toutes les forces. Ben, MB avec sa force est dessiné. MC, ben, il y aurait un FG qui serait associé aussi. Donc, il y aurait le FG associé au camion, puis le FG associé au bloc. Et c'est lui, là, que quand je disais tout à l'heure, la cote, le centre de gravité, c'est l'endroit où je dessine mon FG. Donc, mon 1,7 m vers l'arrière correspond à l'endroit où j'ai dessiné la force gravitationnelle associée à la masse du camion. Mais j'ai d'autres forces dans ce problème-là. Si je dessine seulement ces deux forces-là, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi que le camion ne descend pas. Hein, si je dessine juste ces forces-là, ça devrait faire descendre le camion. Mais évidemment, il ne descend pas parce qu'il repose sur la Terre et la Terre va pousser sur le camion, la Terre va soutenir le camion. À deux endroits, aux deux endroits où sont les pneus, donc je vais avoir dessiné une force ici qu'on appelle une force normale, que je devrais dessiner jusqu'à la Terre, comme ça. Donc, cette force normale-là va pousser pour soutenir le camion, puis je vais avoir une force normale aussi sur l'essieu avant. Si je la montre au complet comme ça, j'ai une force normale qui soutient le camion à deux endroits. Et là, ces deux forces-là devraient balancer avec ces deux forces-là. Ça vient expliquer pourquoi ils ne bougent pas selon l'axe des Y. J'ai commencé à utiliser l'ancienne physique qu'on a vue, chapitre 7, 8, 9, bien, ça implique de dire où est mon axe des Y là, quand j'analyse ça. Évidemment, si j'applique ce concept-là, bien, j'ai force normale arrière vers le haut, force normale avant aussi vers le haut, c'est elle que j'avais écrit en premier. J'ai FGC vers le bas. J'ai FGB vers le bas. J'avais oublié une de mes deux forces normales. Je vous explique dans une seconde pourquoi je ne l'avais pas mis initialement, mais je peux les mettre. Donc, j'ai deux forces vers le haut, arrière-avant, puis j'ai deux forces vers le bas, mes deux FG. Tout ça devrait me donner égal à 0. Comment se fait que je n'avais pas mis la force normale arrière? Parce que je fais la physique au moment où ça bascule. On me demande d'étudier la situation, quelle masse que je vais mettre ici qui va faire basculer au moment où ça se soulève, que ça se met à basculer. Bien, si je ne touche plus le sol en arrière, F normal va être égal à 0. Donc celle-là, j'aurais pu ne pas la considérer parce qu'évidemment, si la roue se soulève du sol, il n'y a plus de force normale à l'arrière. Tout repose maintenant sur la roue d'en avant. Donc, c'est pour ça que je l'avais négligé. Si je ne la mets pas, ben, c'est pour ça que c'est ma deuxième équation que j'écris et que j'ai maintenant deux inconnus de plus. FGB était déjà là, mais ça pourrait être même deux équations, trois inconnus de plus, quoique celle-là, je sais qu'elle est égale à 0. Donc, ça, c'est pas une inconnue qui me cause problème. Puis, habituellement, ben, ça ne me fatigue pas d'avoir des inconnus supplémentaires, je trouve, de la physique. Mais là, j'ai un inconnu supplémentaire qui est force normale avant. Et la façon de trouver une force normale, ben, c'est cet outil-là.
je ne vois pas quelle autre formule de physique ferait apparaître force normale, à part le frottement, mais ça n'a aucun lien avec ce qui se passe présentement, le concept du frottement. Donc, si je veux trouver une force normale, je vais utiliser cet outil-là, que je viens déjà d'utiliser. Je ne peux pas réutiliser la même affaire. Donc, je suis pris, ça mène à rien. Il y a trop d'inconnus lorsque je passe par là. Pour ça qui est tout en rouge, là, ça c'est. J'ai choisi de passer par là, puis je suis resté bloqué. Normalement, au propre, je l'aurais effacé, puis je l'aurais pas mis, mais je voulais montrer aux étudiants des fois que je peux me tromper de chemin. Donc, si je ne peux pas faire des sommes, puis en X, ça ne sert à rien, il n'y a aucune force en X, je ne peux pas utiliser la somme des forces en Y. Ce qui me reste, qui va faire apparaître des forces, c'est d'utiliser des moments de force à la place. Et c'est logique d'utiliser des moments de force, puisque j'ai tendance à dire, je vais étudier justement le basculement de l'objet. Donc, ce qu'on va plutôt utiliser, c'est des moments de force. Et le moment de force va pouvoir faire apparaître. Fait qu'on oublie tout ce que je viens de mettre ici. J'avais un inconnu de trop ici qui était FGB. Bien, je vais utiliser les moments de force pour trouver une équation supplémentaire pour FGB au lieu d'utiliser ce qu'on vient de faire. Donc, utiliser les moments de force, c'est de prendre la définition du moment de force et de l'appliquer à FGB, si on veut, au moment de force créé par la gravité du bloc. Donc, le MGB va être égal au bras de levier. Le bras de levier, c'est notre 75 cm vers l'avant, multiplié par FGB, justement une équation pour laquelle je vais faire apparaître FGB. Donc, j'ai fait apparaître une autre équation qui est FGB, mais ça m'a rajouté une variable de plus. Donc là, ça, c'est ma vraie deuxième équation, et ça m'a rajouté une inconnue de plus, qui est la troisième inconnue. Et l'inconnu de plus que j'ai ajouté, c'est un moment de force. Donc là, maintenant, je peux faire appel à la somme des moments de force est égale à 0. À partir du moment où je dis, oups, j'implique les moments de force, si l'objet est en équilibre de rotation, donc là, on l'étudiait juste au moment où il allait se soulever. Donc, au moment où la force normale arrière n'existe plus, si on veut. On pourrait même le laisser au sol, mais dire que Fn est rendu égal à 0. Là, ça, c'est le moment où ce qui basculerait, mais il ne bascule pas encore. Donc, je suis en équilibre précaire. C'est la situation limite qu'on étudie. Donc, la somme des moments de force est égale à 0 à ce moment-là sur tout le système donc, que je fais tourner depuis tantôt. Et je vais encore une fois dire ce concept-là de physique, mais c'est juste d'étudier les moments anti-horaires versus les moments horaires. Ça demande de préciser par rapport à quoi qu'on fait la rotation. Depuis tout à l'heure que je fais tourner l'objet par rapport au point de rotation là, que je viens d'ajuster pour bien montrer, mais vous voyez où est-ce qu'il est mon axe de rotation. Donc, j'ai mis mon axe de rotation ici et j'ai ajouté également là, le moment de force, les deux flèches qui peuvent tourner d'un bord ou l'autre par rapport à cet axe de rotation-là. Ces deux flèches-là plus le M là, représentent tous les moments de force, des forces qui sont impliquées dans le problème. Je vais avoir 3 moments de force. Elle pourrait créer un moment de force, qui croit que si la force est égale à 0, ça va donner un moment de force égal à 0. J'ai celle-ci, qui peut faire tourner l'objet dans ce sens-là. J'ai celle en avant, qui va faire tourner l'objet dans l'autre sens. Et je n'ai pas de moment de force pour la force au centre ici, parce que par rapport à l'axe de rotation ici, elle ne fait ni tourner l'objet d'un sens, ni dans l'autre. Donc, ma somme des moments de force anti-horaire, on avait FGC, la force gravitationnelle du camion. Évidemment, là, c'est des moments de force, donc c'est pas FGC que je vais écrire, mais MGC, va être égal au moment de force horaire. Donc, j'avais le bloc à l'avant, donc le MG du bloc, qui faisait tourner vers l'avant. Puis, s'il y aurait une force normale, quand il y a un poids sur les roues arrière, cette force normale-là aussi ferait tourner l'objet dans le sens horaire. Donc, si je ne le considère pas égal à 0 pour l'instant, j'ai ma troisième équation que j'écris et ça a rajouté 2 autres moments de force, ça a rajouté 2 autres inconnus. Bon, ma ligne supplémentaire n'apportait pas grand-chose, je l'ai effacée. Ça a rajouté 2 autres M, j'ai juste à faire des calculs de moments de force, justement. Fait que je réutilise un concept que j'ai déjà utilisé, là, comment calculer les moments de force. Le premier moment de force, je peux calculer celui-là, mais déjà, j'ai expliqué tout à l'heure que quand j'étais à la situation limite où ce que ça se met à décoller du sol, force normale est égale à 0.
J'ai mis un commentaire ici pour l'expliquer. Au moment où il peut basculer vers l'avant, les roues arrière se soulèveraient, ce qui implique une force normale égale à 0 à l'arrière. Donc, par analyse directe de la situation, je pourrais déjà écrire que le moment normal à l'arrière est égal à 0. Ou encore, je le réalise en disant, ben, j'ai un bras de levier, il faut une force normale, mais cette force normale-là, commentaire en haut, cette force normale-là est égale à 0. Donc, le moment est égal à 0 si la force est égale à 0. Donc, je vais vraiment juste plutôt calculer MGB. Pas MGB, mais MGC. Donc, MGC, ça va être le bras de levier pour FGC à l'arrière. Donc, le 1,7 multiplié par la force FGC, justement, que je n'ai pas de valeur pour l'instant. Donc, c'est la 5e équation que j'ai écrite et c'est ma 6e inconnue que j'ajoute dans le problème. Mais FG, on a une formule qu'on a déjà utilisée en haut pour calculer n'importe quel FG. Donc, le dernier concept que je réutilise, si on veut. Donc, c'est FG est égal à MG. Puis là, je l'utilise pour FGC qui est ici. Donc, FGC est égal à MC, qui est une valeur connue, fois G, qui est une valeur connue. C'est ma 6e équation que j'écris et je suis à 6 inconnus. Donc, le problème d'un point de vue physique est terminé. Si je le saisis dans une calculatrice scientifique programmable, on a ici, j'ai programmé juste 5 équations parce que dans le fond ici, j'ai mis tout de suite le 0 pour la masse, le moment créé par la force normale arrière. Sinon, j'aurais une équation intermédiaire. Là, je mettrais ici plus mn arrière, puis je dirais mn arrière est égal à 0. Ça vient même de tout de suite l'écrire. Et on me retourne là, les réponses que j'ai transcrit ici. Donc, en bout de ligne, la masse maximum que peut supporter le chariot sans basculer, c'est 5667 kg. Quand je mets cette masse-là, 5567 kg sur le chariot à l'avant, quand le bloc plus foncé ici mesure ça, il ne bascule pas encore, mais la force normale va être égale à 0. À la limite, ça ne prendrait pas grand-chose pour le faire basculer. Tu ajoutes 1 kg de plus, ben là, il va se mettre à basculer. Même pas 1 kg de plus, une fraction de kilo de plus, puis il va se mettre à basculer. Beau petit problème de physique. En général, évidemment, pour les gens qui font de la sécurité en usine, qui font du génie industriel également, c'est super intéressant là, de comprendre les situations critiques qui peuvent avoir un lien avec la sécurité.